toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast The Absolute Bros. Aujourd'hui, c'est Cinébro. Épisode exceptionnel aujourd'hui car je ne serai malheureusement pas accompagné de Lucas ni de Mathéo. Car en fait, cette semaine, on n'a pas eu l'occasion de se retrouver tous les trois pour voir un film en commun. Donc, on a décidé de faire un petit épisode spécial, voilà, je ferai ma critique seul. Je vais faire la critique de Nosferatu. Nosferatu qui était du coup donc non pas un film de 2025, mais un film qui était sorti, pour nous en France en décembre 2024, le 25 décembre 2024, le jour de Noël et un film qui m'avait marqué, dont j'ai des choses à dire et voilà, donc on a décidé de vous en parler, enfin j'ai décidé de vous en parler du coup pour permettre, pour plus tard aux autres de faire d'autres critiques plus tard, hein, qui viendront sur la chaîne où on sera tous les 3 et cetera. Mais donc pour l'instant, voilà, moi je vous présente ma critique. On parle de Nosferatu de suite. Donc on va commencer par, une partie no spoil. On va revenir un peu sur, tout le processus, l'équipe du film, le casting, le scénario surtout. Et donc c'est un film de Robert Eggers. Robert Eggers qui est connu pour avoir produit et réalisé The Witch, The Lighthouse et du coup ce film-là, Nosferatu, il avait également fait, The Northman. The Northman avec, Alexander Skarsgård qui est le frère, pour ceux qui ne savent pas, de Bill Skarsgård, donc l'interprète notamment de Pennywise le clown dans les films Ça et qui, notamment ici joue Nosferatu. Alors, Robert Eggers est, pour beaucoup, un réalisateur très intéressant. Moi, personnellement, Nosferatu, ça a été mon premier film de lui. Donc j'ai découvert avec ça, donc on y reviendra par la suite, mais c'est un réalisateur qui marque. C'est un réalisateur qui a sa patte, une patte très gothique, voilà, qui propose des films vraiment, qu'on n'a pas l'habitude de voir, des films très expérimentaux, je dirais, plus comme ça. Et voilà, c'est une patte esthétique marquée, voilà, très, très marquée, un peu comme, pouvait y avoir à l'époque, Burton. Voilà, c'est-à-dire qu'on rentre dans le film, on voit ne serait-ce que par les images que c'est lui. On sait que c'est un film de Robert Eggers, on sait que c'est un film de Burton, voilà. L'univers est marqué visuellement, donc ce côté très gothique, très, très sombre et cetera. Et donc moi, j'ai eu l'occasion de découvrir cette patte tout simplement artistique via, Nosferatu. Et donc pour revenir un peu sur le film, donc c'est un film, comme je l'ai dit, réalisé par Robert Eggers avec, dans les rôles principaux, on a Lily Rose Depp qui joue, l'actrice principale. On a Nicolas Hoult qui joue le mari, donc le mari de Lily Rose Depp. Donc ça va être autour de ces 2 là que l'intrigue va vraiment, se dérouler, la plupart du temps. On a, comme je l'ai dit, Bill Skarsgård qui joue le comte Orlok, donc Nosferatu le vampire. On a Willem Dafoe qui joue, le docteur qui va se charger d'aider, le couple et on a également Aaron Taylor Johnson, qui joue l'ami de Nicolas Hoult et Emma Corrin, que vous connaissez sûrement pour avoir joué la méchante de Deadpool 3, Cassandra Nova, qui joue ici la femme de Aaron Taylor Johnson. Voilà, donc ça, c'est pour les acteurs et de quoi ça parle? En fait, c'est l'histoire d'Hélène, donc interprétée par Lily Rose Depp, qui est présentée comme une femme, qui a des désirs. Une femme qui a des désirs et il faut savoir que le film se passe en Allemagne en 1838, il me semble, en tout cas dans les années 1800 et à l'époque, malheureusement, le désir féminin était quelque chose de très tabou, quelque chose de très tabou et donc elle a honte, en fait, d'éprouver, certains désirs et un jour, avant de connaître, son mari qui est interprété par Nicolas Hoult, elle elle se sent très seule. Elle se sent très seule et décide d'invoquer, en fait, Nosferatu pour qu'il puisse devenir son conjoint, son partenaire, je dirais et qu'il la sorte, en fait, de cette solitude dont elle souffre et elle a une relation avec lui qui est sous-entendue au début. Les années passent et cetera et elle finit par rencontrer son mari et là, les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent parce que justement,
heu, Nosferatu est très, très jaloux de la relation qu'entretient Hélène avec son nouveau mari. Il l'a désirée, en fait, uniquement pour lui tout seul et donc il va créer un stratagème pour piéger le mari et forcer la femme à revenir vers lui et ça va être là toute l'histoire du film. Ce qui va se passer, c'est que le mari qui est, notaire va, être envoyé dans le château d'Orlok qui est à l'autre bout de la mer, donc il est obligé de prendre le bateau pour s'y rendre et cetera, laissant sa femme seule. Sa femme qui ira habiter chez leurs amis, donc interprétée, je l'ai dit, par Aaron Taylor Johnson et Emma Corrin. Elle ira habiter chez eux en attendant, qu'il y aura le couple, elle et les enfants du couple, pendant que le mari, lui, se rendra en bateau, dans la résidence du château Orlok et une fois arrivé là-bas, il va se passer plein de choses bizarres. Il va se réveiller, en ayant fait des cauchemars, des griffures à certains endroits. Il va être vraiment terrorisé, en fait, tout simplement et il va commencer à se dire que quelque chose de malsain, voire de presque mystique se passe ici et de l'autre côté, la femme va subir aussi des étranges cauchemars, des visions, paranormales presque et tellement que du coup, le couple chez qui elle loge va faire appel à d'abord un premier médecin, heu qui va se charger de venir les aider, mais lui, il ne croit pas aux phénomènes surnaturels. Donc il va simplement se dire que c'est une femme, heu, qui est en manque de son mari, qui est triste et cetera. Mais il va se passer des choses dont je ne parlerai pas ici, on est en partie no spoil, des choses très, 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 très étranges. À tel point que le premier médecin va vouloir faire appel à un autre médecin qui a été renié de l'ordre, car il s'intéressait au à tous les mythes et à tous les phénomènes paranormaux, en fait. Et ce médecin est le fameux interprété par William Dafoe dont je parlais tout à l'heure et qui lui, en fait, connaît Nosferatu, connaît les dangers et qui comprend, en fait, de suite que la femme a été hypnotisée par ce vampire et donc qu'il menace tout simplement ce couple et plus ça va aller, plus le vampire ne va pas seulement menacer le couple, mais va aussi menacer la ville tout entière. Voilà, ça c'était pour le scénario. Donc, avis vite fait en no spoil. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé. Alors il faut savoir que j'ai été le voir, après qu'on ait enregistré le top, film de l'année 2024 avec Lucas et Matteo et en fait, de par les retours très positifs qu'il y avait, j'avais peur de me dire: «Ah, autant je l'aurais mis dans le top 3, mais au final, bon, tant pis» et alors ce n'est pas un film que j'aurais mis dans le top 3. Je ne sais pas si je l'aurais mis dans le top 5 non plus, honnêtement, mais il a amplement sa place dans un top 10, amplement. Alors pour donner mon avis vite fait, déjà les points positifs. Je trouve que les acteurs jouent très bien. Lily Rose Depp, ça a été, pour ma part, une très, très belle découverte. J'ai trouvé que, heu, elle arrivait à nous faire passer par plusieurs émotions et là où j'ai vu certains avis qui disaient que c'était peut-être trop caricatural dans l'interprétation, voire parfois ridicule, j'ai pas trouvé. Personnellement, j'ai trouvé que vraiment elle se donnait à fond et tu voyais que chaque plan était parfaitement calculé et qu'elle se tenait vraiment à ce qui était dit et elle essayait vraiment d'en faire sortir le meilleur d'elle-même. Elle passe par la joie, la tristesse, la peur évidemment, la colère et l'évolution du personnage est intéressante. C'est pas un personnage qui est linéaire et surtout que moi j'avais vu le tout premier Nosferatu, qui était sorti en 1922. Je n'ai pas vu le remake qui a été fait en 79, il me semble. Il paraît qu'il est très bien, faudrait que je le regarde. Mais, heu, de ce qu'on m'a dit, celui de 79 est à l'image de celui de 1922 dans le sens où on suit le point de vue du mari. Et là, le fait qu'on suive son point de vue à elle, le point de vue de la femme, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et ça permettait même de mieux comprendre l'impact
et le danger de Nosferatu, en fait, en lui-même. Et surtout que, de base, si vous ne le savez pas, en fait, Nosferatu est une interprétation très, très libre de Dracula. En fait, à l'époque du premier film, ils n'avaient pas les droits d'adapter Dracula, donc ils ont modifié, ce n'est plus le comte Dracula, c'est le comte Orlok. L'intrigue ne se passe plus en Roumanie, ça se passe en Allemagne, enfin voilà. Ce c'est des modifications de prénoms et de périodes et cetera, mais l'intrigue reste la même et en fait, tout comme dans Dracula, on suivait le point de vue du mari, le point de vue du notaire, en fait. Comme si vous avez vu le Dracula de Coppola, on suit le point de vue du personnage de Keanu Reeves. Là, c'était exactement pareil et là, en fait, on suit le point de vue de l'épouse. Donc déjà, premier point intéressant. Ensuite, les acteurs en global. Nicolas Hoult était très bon dans le rôle, mais ça encore, je m'y attendais. Mais la révélation, ça a surtout été, en plus de Lee Depp, ça a surtout été Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, alors moi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup et je pense qu'il a un véritable avenir à Hollywood. Moi, je l'avais connu du coup, comme beaucoup de monde, je pense, avec, son rôle de Pennywise, le clown. Mais je l'avais aussi vu dans la série Clark, où il jouait le rôle de Clark Olofsson, l'homme qui est à l'origine du syndrome, pardon, de Stockholm. Série très réussie, je vous invite à la voir si vous avez Netflix. Très, très bonne série. C'est très court en plus, il y a une saison, ça s'enchaîne très vite. Très, très bonne série et avec ça, je me suis dit: «OK, le gars ne se limite pas qu'au rôle d'horreur». Et je l'avais vu aussi notamment avec, Luca et Matteo dans un film qui s'appelle Boy Kills World. C'était cette fois une comédie. Donc je trouve que le gars sait vraiment tout jouer. Et là, du coup, il revient à l'horreur et je trouve que c'est un rôle qui lui va parfaitement. Parce que déjà, il a le physique, il est assez grand, mince et donc pour porter, en fait, ce vampire, cette présence, en fait, ce n'est pas évident. Parce que j'avais peur au début, moi, de, heu, voir plus la présence et de ne presque pas voir l'acteur. Dans le sens où je me disais: «Le personnage, en fait, est tellement» parce qu'en plus il est maquillé, on le reconnaît pas du tout, la voix a changé. Je sais que l'acteur a notamment pris des cours, avec un prof d'opéra pour descendre sa voix un peu dans les graves et donner vraiment cette voix très, très imposante, peu de vieil homme, oui et je me suis dit: On va peut-être passer à côté de la performance acting parce qu'on va juste voir une présence, en fait» et non, il arrive vraiment à être glaçant, son design alors je sais qu'il est un peu fait parler en raison d'une certaine chose qu'on parlera en partie spoiler, mais j'ai trouvé réussi, heu, quand on voit son corps, il y a vraiment on voit qu'il y a un travail qui a été fait, qui est fou vis-à-vis de l'esthétique et lui, en fait, arrive vraiment à porter ça sans comme encore une fois, sans tomber dans le ridicule et il arrive vraiment à être imposant, à avoir cette voix glaçante, il est et cette respiration aussi, cette respiration très qui met presque mal à l'aise et donc ça pour ç j'ai trouvé que c'était vraiment peut-être le casting parfait pour ce rôle, honnêtement. Ensuite les autres acteurs, pour passer vite fait dessus, sont tous très bons. Willem Dafoe est fidèle à lui-même. Ça, nous prouve encore une fois que c'est un acteur en béton, comme on n'en fait plus et pour le reste du casting, ils sont tous très bons. Heu, mais pour, revenir vite fait sur Lily Rose Depp, moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai vu dans aucun rôle. Je savais qu'elle avait fait la série The Idol dont j'ai entendu des critiques assez négatives. Si vous l'avez vu, que vous avez peut-être un avis différent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serais ravi d'en débattre avec vous. Peut-être que ça pourra même me pousser à regarder la série qui ne m'attire pas spécialement de base. Mais, voilà, j'avais vu des avis négatifs et j'avais vu des extraits, je trouvais pas qu'elle jouait forcément très bien et là, waouh! Waouh! Elle s'est vraiment donnée à 100 et je pense qu'elle peut, en toute honnêteté, aller chercher, peut-être une nomination aux Oscars. Je pense. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais ça ne serait pas le scandale du siècle si elle était nominée aux Oscars.
franchement. C'est mon avis. Ensuite, un point que je voulais aborder, c'est l'esthétique du film. Le film est très, très, très beau. Il est très, très beau. Il y a une scène, qui dispose sur YouTube, si vous voulez aller la voir, qui ne spoile pas le film. C'est un extrait. C'est le moment où le notaire, donc le mari, d'Hélène, arrive au château du comte Orlok. On a cette grande porte qui s'ouvre, lui il arrive, le tout est enneigé, on dirait une peinture. C'est un sens du détail qui, dans les films actuels, fait plaisir. Parce que surtout dans des films qui se veulent, là c'est un film d'horreur, mais je pense qu'il voulait quand même parler à un large public. Et les films un peu blockbuster, on va dire en ce moment, sont surtout critiqués parce que, visuellement, on voit que c'est pauvre. C'est ni fait ni à faire. Les effets spéciaux, c'est dingue de se dire que au début des années 2000, certains étaient mieux faits que des productions qu'on a maintenant, donc c'est vous dire le truc. Et là, de voir un film comme ça fait plaisir. Bah, c'est juste ça, ça fait plaisir. Le film est très beau. J'avais vu une interview qui disait que le réalisateur avait vraiment tout calculé au millimètre près. Chaque chose il y a pas un vase qui est posé, à un endroit, au pif. Tout est calculé et ça se sent. Même si on n'a pas tout le sens du détail, je veux dire, moi, j'ai pas vu toutes les, heu, toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans l'œuvre, mais c'est visuellement un des plus beaux films de 2024, pour ma part. Après, je compte pas, l'animation parce que c'est encore différent, mais en live action, en tout cas, c'était une pépite. Comme je vous ai dit, moi, j'avais vraiment l'impression de voir des tableaux vivants à l'écran. C'était bluffant. La neige, je sais pas si ils ont été tournés sûrement dans des vrais endroits enneigés, mais encore faut-il la filmer et là, elle est filmée avec brio, tout simplement. Le film, si on doit retenir un point positif, ça va être le visuel. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait l'éloge du film, maintenant passons aux défauts. Alors, je m'attendais peut-être à mieux, dans le sens où, bien que je n'ai pas vu la filmographie autre de Robert Eggers, j'avais vu certains extraits, notamment de The Lighthouse et ces films étaient connus pour être spéciaux, on va dire. C'est même plus des expériences cinématographiques que des films, si je peux illustrer comme ça. C'est des films qui ont, de ce que j'ai compris, une manière de raconter l'histoire qui n'est pas habituelle et qui frôle, enfin, qui flirte avec l'absurde, mais un absurde glauque. Un peu comme il pouvait y avoir à l'époque dans les films adaptés de romans de Stephen King. Voilà, un peu ce style-là et du coup, je m'attendais à être vraiment, perturbé, mais dans le bon sens du terme, vis-à-vis de ce film et j'ai trouvé qu'en fait, la narration est un peu sauvée par le fait qu'on suive du point de vue de la femme, mais l'intrigue restait relativement classique et le fait que ça soit une autre version de Dracula, en fait, fait que l'histoire en soi, on la connaît déjà et je trouve que ça aurait pu aller plus loin. Je trouve que le délire n'a pas été assez exploité, peut-être par peur, parce que c'est le premier vraiment, je dirais qui souhaite vraiment viser un public large de la part de Robert Eggers et peut-être qu'il avait peur que le public soit trop perturbé par des films un peu comme il avait fait, auparavant et je pense qu'il aurait mérité à rester fidèle à ses anciennes productions, de manière à faire vraiment découvrir ce qu'est son vrai cinéma. Son cinéma à lui, au public grand large. Parce que encore une fois, c'est bien narré, mais ça aurait pu aller plus loin et autre défaut, c'est que pour un film d'horreur, le film ne fait pas peur. J'ai trouvé que le film ne faisait pas peur. Alors, moi, j'ai ce problème, c'est que je trouve que les films actuels d'horreur
enfin, je parle de vraiment les plus récents, hein, ceux des années 2020 ou à partir de 2015 et cetera, ne font pas peur, en fait. Je trouve qu'ils misent, soit sur des ambiances qui, des fois, sont très bien faites, notamment Midsommar, par exemple, qui est très, très bon film, mais je trouve que, malheureusement, plus ça va, plus on fait des films d'horreur peut-être un peu trop réalistes, qui misent un peu trop sur le slasher et qui, en fait, perdent de l'impact du monstre. Tu vois? On a plus cette figure du monstre, en fait, voilà, dans les films d'horreur actuels. Je prends pourtant je suis pas de cette génération, mais je prends par exemple les films comme Jason, Freddy et cetera, même Alien. Ça, c'est des films qui, je trouve, faisaient peur parce que ils après ils ont un peu vieilli, mais ils avaient ce truc de se dire: «On a à faire face à un monstre». C'est-à-dire que c'est une créature, on lui tire des balles, elle ne meurt pas. On ne sait pas comment la vaincre, à part, avoir recours à des sortilèges et cetera. Donc il y avait vraiment cet aspect mystique, le glauque, enfin, l'impossibilité de tuer le monstre, en fait. Et je trouve que plus ça va, plus on fait des films de slasher, où c'est juste un gars avec un masque et un couteau, on se dit: «Bon, bah, en soi, je veux dire, moi, tu me mets un masque et un couteau aussi, bon». Je trouve pas ça très effrayant. Ou alors c'est des films qui vont miser sur le gore, comme Les Sauts, mais ça encore, des fois, c'est bien fait. Ça, c'est pour moi, c'est encore un autre genre à part, on va dire. Et là, je me suis dit: «Bon, on revient au cinéma de monstres. On reprend cette figure emblématique de Nosferatu qui est quand même une figure culte du cinéma d'horreur». Et bah, je sais pas. Moi après c'est mes goûts. Peut-être que vous allez voir le film, vous allez vous dire: «C'est terrifiant», mais moi ça m'a pas fait peur. Moi, j'ai pas trouvé ça effrayant, enfin j'ai même pas sursauté à un moment. Alors même si j'ai du mal de base avec les films qui ne misent que sur le screamer, je trouve qu'à force pareil ça tombe un peu dans le cliché et à force ça ne fait même plus peur. Mais là je trouvais qu'il y avait moyen de rendre la peur autre que par le screamer et de faire vraiment des trucs intéressants. Et malheureusement, je trouve que le film, heu, tout comme certains films de Stephen King, en fait, repose énormément sur l'ambiance. C'est un film, qui est lourd. C'est un film qui est glauque et on le sent. En fait, tel qu'on le sent et on ressort du film, voilà, on a ce poids qui redescend, mais on se dit: «Waouh! Ah ouais, quand même». Mais ce n'est pas de la peur. Bah, pour moi, ce n'est pas de la peur. C'est un film glauque qui est bon dans ce qu'il fait, qui arrive à rendre, le glauque cohérent et crédible, surtout ça, mais j'ai trouvé que ça ne faisait pas. Voilà, c'est pour moi le gros défaut, c'est que voilà, pour généraliser, je dirais que le film pour moi aurait pu aller plus loin dans ce qu'il proposait, aurait pu aller à fond. Après peut-être qu'ils avaient des plans et que certaines choses n'avaient pas le droit d'être montrées au cinéma aussi, c'est possible. Ça arrive à beaucoup de films d'horreur, ça je leur en voudrais pas, mais pour moi, le film aurait bénéficié à aller plus loin. Voilà. Mais pour le coup, ça m'a motivé à regarder la filmographie de Robert Eggers qui, je pense, est peut-être plus intéressante à analyser dans l'esthétique même ou dans la narration qui serait peut-être plus originale, notamment dans les films comme dans The Witch, par exemple, dont on m'a dit beaucoup de bien. Donc, pour conclure cette partie no spoil, un très bon film, mais qui malheureusement aurait pu aller plus loin. Je vais de suite passer en spoiler, donc attention, alerte rouge si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo ou la mettre en pause et aller voir le film et revenir de suite après l'avoir vu pour en débattre. On est là pour ça. Mais donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dis au revoir et pour ceux qui ont vu le film, on en débat plus en détail. Alors, partie spoil. Je voudrais revenir tout d'abord sur le design de Nosferatu qui a fait polémique parce qu'il a une moustache. Alors, Nosferatu a une grosse moustache. Bon, moi
Ça ne m'a pas choqué. J'ai même trouvé ça cohérent. Je trouvais ça cohérent pourquoi? Parce que le compte Orlok est censé ressembler en soi à un cadavre d'un d'un roi ou d'un prince romain, pardon, romain de l'époque. Et on sait notamment que Dracula est inspiré de Val de l'Empereur. Et bah, Val d'Empereur, quand on le regarde, il a quoi? Il a sa longue chevelure, une grosse moustache, un nez pointu. Bah, c'est ça, en fait. C'est totalement ça. Nosferatu, dans ce film, c'est Val l'Empereur. Nosferatu, c'est Val l'Empereur. Il a sa petite mèche, il a le crâne quasiment chauve, à part une petite mèche qui redescend un peu comme ça, une grosse moustache qui descend jusque là, un nez crochu et après pour le reste, voilà, il a cet aspect cadavérique, je veux dire, il creusait des joues et tout, il a la peau grise, presque, vous voyez? Les dents sales, des ongles très longs, heu, des enfin un corps tout maigre, notamment les jambes. Les jambes, j'ai été vraiment scotché quand je les ai vues, quand on voit la scène où il est nu, on voit ses jambes, voilà, des trucs c'est en fait, il n'y a que les os presque. Terrifiant, visuellement, il est terrifiant. Chapeau Robert Eggers, chapeau l'équipe, parce que le design de Nosferatu est terrifiant, terrifiant. Même son manteau est parfait, enfin, on retrouve vraiment l'époque à laquelle se passe le film et cetera. Le côté, voilà, côté un peu empereur du comte Orlok, parce que c'est un conte, c'est un conte. Donc il a son long manteau, il a cet aspect très noble, en fait, de par le manteau, mais qui cache derrière son corps, qui qui est un cadavre qui marche, en fait. C'est j'ai trouvé que ça, pour le coup, c'était vraiment très, très réussi. C'était pour moi l'un des meilleurs points positifs du film. Ensuite, j'ai vu beaucoup de gens critiquer, bon, même si globalement ça a été assez apprécié, l'acting de Lily Rose Depp. Alors, il y en a certains, certaines qui pensent que ça frôlait parfois le ridicule. Je peux le comprendre, je conçois. La scène où, elle se dispute avec le mari. Alors je suis désolé depuis le depuis le début de la vidéo, j'ai dit le mari, mais je n'ai retenu aucun nom à part Orlok et Eden du film. Voilà, je m'excuse, mea culpa. Ne me tombez pas dessus en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Mais, heu, la scène où elle se dispute avec, Nicolas Hoult peut, surtout si on voit l'extrait hors contexte, peut sembler presque ridicule. Parce qu'elle se tord dans tous les sens, elle se met à crier, au moment presque enfin, on dirait qu'elle va s'arracher la langue et tout. Je comprends qu'on puisse trouver ça too much, mais le fait de se dire qu'il n'y a eu aucun maquillage, heu, elle suivait ce n'était pas de l'impro, elle suivait totalement un script écrit minutieusement par Robert Eggers et qu'elle essayait en fait de faire ressortir ses émotions le plus à fond, moi j'ai trouvé que dans cette scène, en fait, on voyait le talent de son acting. Parce qu'elle arrivait à nous rendre à la fois tristes, parce que la scène est composée, de plusieurs émotions. C'est-à-dire on part, c'est de la dispute, ensuite c'est de la tristesse, c'est elle qui s'en veut de d'avoir éprouvé, des sentiments vis-à-vis du compte Orlok et cetera et pour au final dire: «Oh, en fait je ne m'en veux pas parce qu'au final une réplique du film: «Il m'a satisfait comme tu n'as jamais su le faire». Tu voyais sortir ça pour ensuite enchaîner à la réconciliation, on passe par 4 émotions. Enchaîner à la réconciliation après avec Nicolas Hoult, c'est fort, c'est très fort. Surtout que Nicolas Hoult à côté, lui reste plus, dans, dans la peur en fait. Il est encore sous l'emprise de d'Orlok, donc il reste dans la peur et à la fin, il y a la réconciliation avec sa femme, mais Hélène, Lily Rose Depp, waouh! Dans cette scène, mais grandiose en fait, grandiose. Parce que
encore une fois, elle passe par plusieurs émotions et le fait de se dire qu'il n'y avait aucun maquillage, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment enfin, après elle se fait pleurer, on a l'impression de voir des larmes à un moment, le fait qu'elle se tire la langue comme ça, sans effets spéciaux, sans trucs rajoutés, je veux dire, elle a vraiment fait, c'est-à-dire qu'elle s'est donnée à fond, elle a elle, pour le coup, a poussé le le scénario, ce qui était demandé, le dialogue jusqu'au bout, jusque dans les moindres mimiques et cetera et là, c'était très convaincant et à tel point que j'aurais même voulu voir plus de films comme de scènes, pardon, excusez-moi, de scènes comme ça dans le film, parce que je trouve que ça aurait rendu un aspect encore plus terrifiant. Parce que elle qui est l'héroïne principale, dans cette scène, elle arrive à être aussi terrifiante que Orlok, dans d'autres et c'est fou de se dire que dans Orlok a l'appui du maquillage, comme je vous l'ai dit, l'appui de la présence, la voix et cetera, mais elle, physiquement, voilà, petite, assez mince et cetera, a arrivé à nous faire dire: «Waouh!» Je vais jusqu'où elle va aller en fait dans cette scène? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va en vouloir à Nicolas Hoult? Est-ce qu'elle va vouloir complètement le quitter? Est-ce qu'elle va retourner avec Orlok? Presque peut-être, on ne sait pas. J'ai trouvé ça très fort. Moi, ça a été vraiment ma scène coup de cœur du film avec encore une fois l'entrée au château qui est pour moi grandiose. Après, le rôle de Willem Dafoe, je voulais placer un mot dessus, très bon. Encore une fois, comme j'ai dit, très bon. Après, c'est Willem Dafoe qui joue Willem Dafoe. Bah, c'est Willem Dafoe qui joue des rôles de fou, voilà, comme on le connaît, comme il fait à chaque fois. Il kiffe faire ce genre de rôle, on le kiffe dans ce genre de rôle. Bon, on a l'habitude de le voir comme ça, donc ça ne transcende pas sa carrière, c'est pas le rôle, qu'on va retenir forcément de lui, mais voilà, il faisait toujours plaisir. Je voulais mettre un petit mot sur lui parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup et voilà, même si c'est pas le rôle de sa carrière, je l'avais préféré, par exemple, dans Pauvre créature. Où je trouve que ça ressortait plus. J'avais le côté fou, mais c'était un peu différent. Là, j'ai trouvé que, c'était peut-être plus un rôle plus, dans les standards de Willem Dafoe, voilà. Dans ses standards à lui, qui fait que c'est pas une grosse surprise non plus, mais on apprécie toujours de le voir dans ça. Et par contre, Emma Corrin et Aaron Taylor-Johnson, alors déjà, j'ai trouvé qu'en couple, ils fonctionnaient très bien et je pense que eux dans l'horreur, ils peuvent très, très bien marcher. Je sais notamment que Aaron Taylor Johnson va jouer dans 28 ans plus tard, donc ce sera l'occasion de le revoir dans ça. Mais, j'ai trouvé que, alors autant Emma Corrin, je l'ai connue que dans Deadpool et Wolverine, donc ça doit pas être non plus le rôle de sa carrière, mais j'ai beaucoup aimé le film, hein, mais et son personnage aussi, mais ça je pense que c'est pas le rôle de sa carrière en toute honnêteté. Et Aaron Taylor Johnson, le le fait de le voir passer de Craven, qui est un film que je n'ai vraiment pas envie de voir. Mais même de films mieux comme, par exemple, Fall Guy ou Bullet Train et cetera, ou vraiment des rôles d'action. De toute façon, il a le physique et cetera. Bah, là, le fait de voir les 2 qui jouent un couple dans un film d'horreur et cetera, dans cette ambiance très gothique et cetera, bah, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien et j'ai trouvé qu'à l'image, ils rendaient bien. Ils avaient une prestance naturelle qui qui se mariait, en fait, avec l'esthétique du film. J'ai trouvé que eux, pour le coup, si Robert Eggers peut les reprendre dans des projets, même sans forcément rejouer un couple, hein, mais s'il pouvait les reprendre dans des projets, je pense que ça serait très intéressant. Surtout Emma Corrin, je je pense qu'elle, l'horreur, ça lui plaît. De par les interviews que j'ai pu voir de l'équipe, on voit qu'elle était vraiment investie et je pense que ça lui a plu. Donc j'aimerais la revoir, Robert Eggers, si tu passes par là. Que tu aurais Emma Corrin et Aaron Johnson dans tes films, s'il te plaît, voilà, tout simplement. Mais plus sérieusement, voilà, on a parlé donc du look, du compte Orlok, on a parlé des acteurs, Lily Rose Depp, mes coups de cœur, Aaron Taylor Johnson et Emma Corrin.
Heu, je voulais remettre juste un petit mot sur la musique qui, j'ai trouvé, était très bonne, mais heu, je trouve que dans le film, elle se fait relativement discrète. Je trouve que, paradoxalement, si vous voyez de quelle scène je parle, par exemple la scène où Nicolas Hoult se rend sur le cercueil du comte Locke quand ils sont dans le château la première fois, cette scène-là ou la scène où Willem Dafoe est dans l'antre où il y a tous les rats, vers la fin du film, c'est des scènes, qui me semblent et je me semble si je me il me semble si je me trompe pas que les 2 sont des scènes où il y a de la musique, où il y a un fond musical. J'ai trouvé que ces 2 scènes-là, la musique était bonne, mais heu, trop éclipsée. Trop éclipsée parce qu'en sortant de la salle, on retient pas forcément la musique. Alors j'avais écouté quelques compositions avant d'aller voir le film et je m'étais dit: «Waouh, la musique est très bien». La musique est très, très bien et je pense qu'elle va vraiment rendre bien à l'écran. Elle rend bien, mais on l'entend pas assez. Ah, j'ai trouvé qu'on l'entendait pas assez et je sais pas, peut-être que c'est camouflé par le fait que j'étais pris dans le film et par l'ambiance et cetera, mais je sais pas, comme si la musique était à bas volume. J'ai trouvé qu'on la retenait pas, qu'elle était pas peut-être mal incorporée. Voilà, à certaines scènes. Je pense que ou ou du moins, peut-être pas assez présente, il aurait peut-être fallu prendre un seul thème qui revient et de manière un peu modifiée, comme c'est un peu le cas pour, ceux qui l'ont vu dans The Batman. Pour ceux qui l'ont vu, voilà, le thème de Batman, voilà, il y a en plus, il y a pas beaucoup de notes, c'est les mêmes notes qui reviennent à chaque fois, mais c'est tout le temps le même thème qui revient, mais un peu modifié et pourquoi pas faire ça? Peut-être faire un Orlok thème si, si ça existe, mais heu, voilà, je la musique, je m'attendais peut-être à mieux et en global, alors pour donner une note sur 10, si on doit en donner une ou non, on est chez Cinébro, j'ai oublié, chez Cinébro, on met des tier list. Alors, en tier list, je le mettrais en A. Pas en A+, pas en S, mais en A. Tout comme L'amour représente, donc le dernier dont on a parlé en podcast. Je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu, on dit des choses intéressantes dessus. En plus sur celui-là, on est 3, donc c'est peut-être un peu plus dynamique, mais c'est un film qui est bon, c'est un film qui est très bon, qui visuellement vaut le détour. Le film vaut le détour juste pour le visuel. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui aime bien les films un peu contemplatifs, beaux, et cetera, ou avec un sens du détail, allez le voir. Même si vous n'êtes pas trop branché horreur, le film vaut le coup. Je pense que vous allez pas être déçu. Juste pour le visuel, allez le voir et même si vous êtes un peu fan de tout ce qui est les prothèses au cinéma, le maquillage et cetera, je dis le maquillage de d'Orlok est tellement réussi que je pense que vous allez admirer le travail qu'il y a derrière. Si même moi qui suis pas très friand de ça, qui m'y connais pas trop en tout ce qui est maquillage, cinéma et cetera, en maquillage de cinéma, pardon, heu, moi j'ai trouvé ça bluffant. Donc je pense que pour les initiés, ça serait intéressant d'avoir votre avis d'ailleurs en commentaire. Mais, je pense que le film vaut le détour juste pour ça. Mais donc oui, en A parce que donc c'est un film visuellement très beau, des acteurs au top, mais je m'attendais à mieux. En fait, je n'ai pas eu la claque, que j'espérais avoir, en fait. C'est Je m'attendais à vraiment sortir du film, faire: «Waouh» et en fait, je me suis dit: «C'est un film, de vampire classique», on va dire, qui remet un peu le mythe du vampire au goût du jour, loin des aspects un peu plus fantastique et moins horreur qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années, notamment avec Twilight, par exemple. Mais, c'est dans l'exécution, c'est très bien fait, dans le visuel et tout, c'est très bien fait, mais dans le scénario, par rapport à un autre film d'horreur, de vampire classique, il y a rien qui le différencie spécialement des autres, en fait. Mis à part, comme j'ai dit, le point de vue
que ça soit du point de vue d'Hélène, donc de l'épouse, ça, c'était un point très original et ça, pour le coup, je pense que ça serait bien de voir d'autres films, peut-être qui traitent la même thématique, mais de ce point de vue-là. Mais je pense que ce serait encore mieux, malheureusement, de faire, des films de vampires horreur, mais complètement différents. Sans que ça soit, encore une énième interprétation, de Dracula, déguisé et cetera. Bon, là, c'est Nosferatu, donc ça se veut être ça. Je pardonne plus, on va dire. Mais, j'ai trouvé que c'était quand le film se finissait, je me suis dit: «Oui, ça devait finir comme ça». On le savait, voilà et malheureusement, voilà, je trouvais que c'était pas un film qui brillait de par le scénario. Donc ça ne lui vaut pas le A+, ça ne lui vaut pas le S, mais c'est un A, parce que c'est quand même un très bon film. On voit que je pense que Robert Eggers, c'était un fan de Nosferatu de base, des anciens films et si c'est le cas, ça se sent. On sent que le gars, ça lui tenait de faire le projet, que qu'il aimait ça et chapeau parce que reprendre un tel mythe en 2024, c'était pas évident. C'était pas évident et rien que pour ça, bravo Robert Eggers, on peut l'applaudir. Mais, j'ai trouvé que ça arrivait à reprendre le mythe, le moderniser, tout en respectant la version originale et sans en faire un copier-coller, bête et méchant. Comme on peut avoir l'habitude de voir dans certains remakes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est très intéressant. Je vous invite à le voir. Mais voilà, encore une fois, c'est un film qui aurait peut-être pu aller plus loin. Peut-être qu'il y avait trop d'ambition ou pas assez. Mais, en un mot, tier list A et si je devais mettre personnellement une note sur 10, je lui mettrais, je pense, 7,5. Voilà, voire 8, mais, ça le frôle, on va dire. Donc n'hésitez pas à nous mettre, votre note en commentaire, si vous avez aimé le film, si vous l'avez vu, si ça vous a donné envie de le voir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma critique solo? Bon, c'est la première fois qu'on teste ça, ce serait peut-être la première et dernière fois, on sait pas. Peut-être qu'un jour ce sera Mathéo qui fera une critique solo, peut-être que ça sera Lucas, on ne sait pas. Cette chaîne, c'est plein de surprises. Vous le savez déjà, mais dites-nous ce que vous en avez pensé. Après oui, A3 c'est plus dynamique, donc là on a fait parce que encore une fois, on est désolé, mais cette semaine, c'était un peu compliqué. On n'a pas réussi à trouver de créneaux. Il y a des films qui nous intéressent. On va aller en voir. Il y a des grosses sorties là en ce moment qui arrivent. Donc, on va aller voir ça. Il est possible que, par la suite de la chaîne, peut-être qu'il y aura des critiques à 2 et cetera ou d'autres critiques solo. On verra selon, comme je vous ai dit, la chaîne est plein de surprises. Mais on vous tiendra au courant. De toute façon, on vous dira et on a hâte de vous revoir sur les prochains épisodes, sur les trios de l'info, sur les cinébros et cetera. On a hâte de débattre avec vous. Donc, donnez votre avis en commentaire sur Nosferatu. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez pas aimé? Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Est-ce que c'était dans votre top? Pour le coup, est-ce que, c'était dans votre top, film de l'année 2024? Dites-nous tout et on se dit à la prochaine, sur Absolute Bros.